Alors on l'a bien compris, travail, intégration, école, engagement syndical. Ouais. On voit bien se dessiner la cohérence. La petite fille rebelle peut-être dans la tête, mais sage à l'école. Et qui, pleine de rêves, quoi. Voilà, pleine de rêves. C'est peut-être être rebelle d'avoir plein de rêves. Ouais. Et puis à partir de 97, vous travaillez dans différents cabinets ministériels, du gouvernement Jospin donc. Et puis évidemment, on va s'arrêter un moment sur Bertrand Delanoë. Vous travaillez à ses côtés. Et puis il y a un moment fondateur, on l'a presque oublié puisque le temps passe si vite, mais très vite. Une nuit blanche, il se fait poignarder. L'agression dont a été victime le maire de Paris, Bertrand Delanoë, son état de santé n'inspire aucune inquiétude. Il a été opéré ce matin à l'abdomen après avoir reçu un coup de couteau dans le ventre alors qu'il se trouvait à l'hôtel de ville pour l'opération Nuit Blanche. Blessé à l'abdomen, Bertrand Delanoë est soigné sur place avant d'être transporté à l'hôpital où les chirurgiens l'opèrent. D'un même élan, de nombreux collaborateurs de Bertrand Delanoë, conduits par sa première adjointe, Anne Hidalgo, se sont également rendus cet après-midi à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière pour manifester leur sympathie au premier magistrat de la ville. Nous sommes venus lui dire que nous l'embrassons, que nous l'attendons et que nous sommes là à ses côtés et fiers d'être avec lui, élus de proximité. Et nous restons des élus de proximité. Ouais, c'était vraiment un coup très dur, parce que on a eu peur, on a vraiment eu peur. Il a très vite récupéré, mais on met en place, avec sa volonté à lui aussi, une situation, quelque chose, un dispositif qui fasse que les Parisiens ne devaient pas en souffrir. C'était vraiment ce qu'il voulait. Alors on va le dire autrement, c'est d'un coup, c'est vous la patronne, vous venez quasiment d'arriver et vous devez le remplacer au pied levé. En sortant du discours politique, Anne Hidalgo racontait le problème de légitimité à l'intérieur même de la mairie de Paris. Anne Hidalgo, qui devient la patronne, ne serait-ce que par intérim, vous vous appelez aux réunions auxquelles personne ne vient. Non. Tout le monde vient, sauf 3 personnes que je ne citerai pas, mais et que je vais chercher Manu Militari pour qu'ils viennent aussi. Non, bien sûr, je pense que ce moment-là, c'est un moment où, dans la tête de certains, c'est ah bon, donc ça pourrait être elle, quoi. Et du coup, tout ce qui, ce qui existe partout, mais sans doute un peu plus fort encore dans le monde politique, les jalousies, les inquiétudes, les égos, ça prend une autre dimension. Mais là, le caractère qu'on découvre un peu ce soir pour certains, en tout cas d'entre nous, il s'affirme là. Oui, mais c'est normal, c'est évident. D'abord, je vous l'ai dit, moi je suis quelqu'un d'extrêmement loyal, fidèle en amitié. C'est Bertrand qui avait gagné Paris. Il n'y avait pas de jeu à essayer de savoir comment se pousser du col ou quoi que ce soit. Il y avait une situation, il était empêché de pouvoir être là physiquement, mais on était très très en lien et en relation. Et donc la question n'était pas de savoir qui prenait la place de Bertrand Delanoë. C'était un dispositif d'intérim qui devait être mis en place. Pour d'autres, ça avait une autre signification. Donc, ceux qui essayaient de mettre là-dedans une autre histoire, moi, j'ai essayé de les calmer. Je pense qu'ils se sont calmés. Bertrand Delanoë, évidemment, il faut qu'on s'y arrête un petit moment. Au-delà, évidemment, donc, de ce terrible moment. C'est quoi ? C'est un grand frère, un ami, mais c'est un mentor, vous diriez ? Un mentor, je dirais pas. Enfin, je suis un peu, ni Dieu ni maître, mais c'est quelqu'un. D'abord, c'est un ami, c'est quelqu'un à qui je dois énormément. Franchement, moi, je me souviens quand, après, il a commencé à me dire, en 2005, il me dit, tu sais, Anne, ton destin, c'est Paris. Moi, je ferai un autre mandat, mais pas plus. On est dans une relation de confiance très directe. Ce qu'il me dit là, ce qu'il fait ensuite pour que je puisse aussi être maire de Paris, c'est-à-dire me transférer aussi cette confiance. Quelqu'un qui avait la confiance qu'il avait, et qu'il a toujours d'ailleurs, des Parisiens qui vous transfèrent ça, c'est un cadeau énorme.
énorme. Et dans le monde politique, certains me disaient « Oh là là, tu sais, en politique, il n'y a jamais de cadeau. Hein. Ils te disent ça, mais tu verras, tu verras. » J'ai dit « C'est déjà tout vu, quoi. Donc arrêtez avec vos salades. Voilà, moi, j'ai cette relation de confiance et rien ne viendra l'atteindre. » Et beaucoup étaient vraiment incrédules ou essayaient de l'être en se disant « Jamais, jamais, en politique, ça s'est jamais vu. Un homme politique qui part au top de sa popularité et qui décide d'arrêter et plutôt que de tirer le tapis sous les pieds de son successeur, de l'accompagner. Et en plus, c'est pas un successeur, c'est une successeur. Ce qui est peut-être plus facile. Je ne sais pas si c'est plus facile. En tous les cas, c'est quand même tellement rare dans ce monde politique. Je pense, vous savez, que dans le résultat de l'élection de mars 2014, il y a quelque chose que les Parisiens ont apprécié parce que c'était tellement unique dans ce passage comme ça et cette relation qu'on a avec Bertrand, qu'ils y ont vu beaucoup de modernité et ils ont raison. Il y a quelque chose d'extrêmement moderne là dans ce qu'a fait Bertrand. Comme ce soir, vous parlez franchement, Anne Hidalgo, un mot quand même, parce que vos relations, on l'a bien compris, elles pourraient difficilement être autres. Elles ont été assez idylliques avec Bertrand de la Noë, mais les gens qui vous connaissent bien, et notamment une journaliste qui a écrit un livre sur vous, Marie-Ève Malouine, dit il y a eu un moment de tension, c'est quand il a refusé de rentrer au gouvernement de Hollande en 2012. Vous auriez bien pris la place à ce moment-là. Et c'est le seul moment de tension que vous avez eu tous les deux. C'est pas vraiment un moment de tension, mais à ce moment-là, c'est vrai que dans la discussion... D'abord, je me dis, mais est-ce qu'ils t'ont vraiment proposé un truc que tu peux pas accepter? Parce que même pour lui, quoi. Voilà, je savais qu'il voulait arrêter après 2014. En même temps, c'est un homme politique dont on a besoin. Donc, il y avait pour moi une interrogation. Pourquoi il y va pas? Mais alors, vous êtes quoi, dans une impatience d'avoir le poste tout de suite? Non, enfin bon, un peu peut-être, mais voilà, soyons honnêtes. Allez, soyons honnêtes. Un peu quand même. Peut-être un peu, en tous les cas, de me dire... Et je lui dis aussi, tu sais, moi j'ai besoin de ton soutien, mais pas de ta protection. Voilà. Donc, je veux pas être protégée. Donc, ne me dis pas que tu restes pour me protéger, parce que je veux ton soutien, mais pas ta protection. Et voilà, on a cette discussion. Il comprend très bien. Hein, on en discute. On est deux caractères andalous en fait. Hein, il est un peu andalou aussi. Donc. L'impatience. Ah ouais, non, c'est vrai que je suis très impatiente. Hein, ça, je confirme. Voilà. Tous les matins, mon fils me dit « Arrête d'être impatiente ». Donc voilà. On va en parler de votre fils, mais impatiente, si vous avez donné le poste à ce moment-là, vous l'auriez bien pris, quoi. Ouais. Oui, mais après, je ne sais pas si c'était politiquement ce qu'il fallait faire. En même temps, moi, il y avait cette possibilité, ça arrive hein, dans un mandat, mais en même temps, dans ma tête, être maire de Paris, c'est avec une élection, donc une élection des Parisiens. La légitimité, elle est là. Donc, je pense que ce qui s'est passé, c'était vraiment ce qui devait se passer, et que c'était très bien comme ça. Vous l'avez faite, la campagne, derrière Bertrand de la Noë. Certains ne vous ont pas vu venir, même beaucoup, notamment les Guignols. Votez Hidalgo! Hidalgo pour Paris! Bonjour, madame. Pour les municipales, votez Hidalgo. C'est qui? Eh bien, c'est moi, Anne Hidalgo. Ah, oui. Mais vous êtes qui? Mais enfin, Anne Hidalgo, la première adjointe au maire de Paris depuis 12 ans. Non, mais sérieusement. D'accord. Surtout, ne bougez pas. Oh, mais enfin, qu'est-ce qui te prend? Bertrand, tu peux rester là juste une minute? Oh, bonjour, monsieur Delanoë. Bonjour, madame. Bon, et là, vous me reconnaissez? Oh, pardon. Oh, mais bien sûr. Vous êtes la fille derrière Delanoë. Bertrand, tu ne bouges pas. Pour les municipales, votez Hidalgo. Hidalgo pour Paris. Ah, regarde, Janine. Il y a la fille derrière Delanoë qui se présente. Anne, j'ai comme l'impression que tu devrais refaire ton tract. Anne Hidalgo pour Paris. Un bout de tête connu, ça rassure. Ça me fait marrer. Hein.
Mais bon, voilà, le monde médiatico-politique, là, il est quand même assez étrange. Mais bon, c'est ce qui forge aussi un caractère, quoi. Quand vous voyez ça tous les matins, ça vous fait marrer, mais vous vous dites ah là là, ils vont voir, quoi, ils vont voir. Et donc, voilà, vous y allez, ça fait plus de détermination. Rien ne m'a été donné, ouais, c'est vrai. Et vous avez aussi caché votre jeu parce qu'une de vos conseillères, Marie-Pierre de la Gontrie, qui était une de vos adversaires avant, dit Anne a construit son truc brique par brique et un jour on s'est réveillé et c'était fait. C'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Mais je l'ai construit à ma façon, voilà. Pour nous raconter comment vous avez construit ça à votre façon, mais vous nous l'avez dit un peu, on va demander à quelqu'un qui vous connaît très bien, c'est Jean-Marc Germain, on l'a vu tout à l'heure aux côtés de Marty Daubry, votre témoin de mariage, mais vous le voyez tous les jours puisque c'est votre mari. Bonsoir Jean-Marc Germain. Bonsoir. Merci d'être là. C'est rare d'abord de vous voir tous les deux réunis, donc merci de le faire pour cette émission-là. Elle a fait à sa façon. C'est quoi sa façon, Jean-Marc Germain? Bah, c'est ce que vous avez vu toute la soirée, quoi. C'est-à-dire c'est-à-dire à la fois une fille de la République. Voilà. Moi, quand elle a été élue à Paris, on m'a dit « Qu'est-ce que vous en pensez ?» Je dis « Je suis heureux pour elle, bien sûr, mais je suis très heureux que la France ait mis la fille d'une ouvrière espagnole à la tête de Paris. Ça, c'est un beau pays qui peut faire ça. » Elle a besoin de quoi? Parce qu'on dit beaucoup, évidemment, d'un homme ou d'une femme politique de premier plan, que l'entourage compte beaucoup, le conjoint, notamment. Elle a besoin de quoi, la maire de Paris, quand elle n'est pas dans l'univers politique? Puis on va y venir une seconde, mais elle y est beaucoup dans l'univers politique. Mais elle a besoin de quoi? Bah, je crois qu'on a tous besoin d'une famille très soudée. On a un petit cercle familial, le mari, les enfants, les parents. Elle les appelle tous les jours. Ah ouais. Et ça, c'est très important pour elle. Et puis, en dehors, le travail. C'est-à-dire que, par exemple, on voit très peu d'amis, aucun dîner en ville ou quasiment jamais. Et je crois que ça, c'est important parce que c'est une vraie coupure, quoi. Et on fait comme tout le monde, on regarde la télé, des films, beaucoup de films. Les séries. Voilà. Vous appelez vos parents? Des trucs nuls. Des trucs nuls. On se vide le cerveau, quoi. Voilà. Ouais. Jean-Marc Germain, quelle mère, M-E-R-E, elle est, Anne Hidalgo? Vous avez un adolescent ensemble, hein, c'est un garçon, c'est ça? Quelle mère elle est? Moi, c'est une mère poule, hein, elle est toujours attentive à ses enfants, plusieurs fois par jour. Elle les appelle, s'intéresse à ce qu'ils font. Parce que vous avez deux grands Ouais, enfants qui ont quel âge? L'un a 29 ans et l'autre 27. Une fille et un garçon. Enfin, un garçon et une fille. Non. Et un garçon donc de 14 ans ensemble. Ouais, 13. Alors là, vous êtes en train de nous dire, Jean-Marc Germain, qu'elle appelle ses 3 enfants tous les jours, ses parents tous les jours. Elle doit vous passer un petit coup de fil de temps en temps aussi. J'arrête pas, mais il répond jamais. C'est assez féminin, ça, si je peux me permettre. Je dis ça à la féministe. Mais ce rapport comme ça, elle a des cordons ombilicaux accrochés à ses parents, à ses enfants et à son mari, quoi. Non, mais c'est aussi une façon d'avoir une vie en dehors de la politique. Même si elle est à 100% dans la politique, elle adore, parce qu'il y en a beaucoup trop qui n'y arrivent pas et qui, du coup, s'enferment dans un jeu politicien, dans un microcosme. Et ça, c'est pas bon. C'est très bien d'aller faire ses courses aussi, comme on le fait, elle et moi, supermarché. Pour terminer, Jean-Marc Germain, est-ce que vous l'avez vu venir, vous? Vous saviez qu'elle serait maire de Paris? Ou alors vous faisiez partie des sceptiques, et il y en avait de nombreux? Oh non, moi, dès 2001... Dès 2001 Oui, dès 2001. J'étais très surpris et en même temps très heureux que Bertrand Delanoë la prenne comme première adjointe, parce qu'il a eu raison, il a été visionnaire. Mais à partir de ce jour-là, je savais qu'elle serait maire de Paris. Et là, je quitte ma casquette de mari et je prends celle d'observateur et d'acteur de la vie politique. C'est que quand vous voulez être un leader en politique, c'est comme en vélo, il faut pédaler tout le temps. Même parfois, quand on ne sait pas tout à fait où on va, il faut avancer, puis après corriger le tir. Parce que si vous arrêtez de pédaler,
tout se casse la gueule et vous n'êtes plus suivi. Et ça a été sa grande force. Elle ne s'est jamais arrêtée d'avancer avec une idée très claire sur ce qu'elle voulait pour Paris, pour les Parisiens, et à partir de ses valeurs. Et aussi une grande modernité. C'est peut-être ça qui m'a le plus surpris dans son parcours. Finalement, on a l'impression que il vous le dit pas tous les jours. Je vous regardais là, du coin de l'œil. Vous aviez une émotion qui arrivait. Ouais, on a l'impression que, évidemment, c'est tacite. Vous découvrez pas ce qu'il pense de vous, mais là, il le formule. Avec ces mots, c'est vrai que moi, je lui demande pas ce qu'il pense de moi, quoi. Donc, mais il est très apaisant. C'est un soutien quand même extraordinaire parce que. C'est pas évident, je suis une femme politique, donc dans la vie politique, les femmes politiques ont quand même énormément de difficultés qui sont posées. Là, si dans son milieu familial, il n'y a pas un soutien ou au moins une bienveillance par rapport à son parcours, ça doit être encore plus dur. Donc moi, j'ai cette chance énorme. Merci beaucoup, Jean-Marc Germain. On va parler de ça, merci infiniment. On en parlera tout à l'heure, mais il fait partie des frondeurs. Oui, il est rebelle, oui, c'est un rebelle. Et vous n'êtes pas loin de faire partie de cette famille, une rebelle. Écoutez, c'est pas, voilà, je sais pas trop ce que ça veut dire, frondeur, pas frondeur, puis bon, c'est un terme global, mais Jean-Marc est un économiste, il a une formation d'économiste, il a depuis longtemps, depuis toujours d'ailleurs, son travail, c'est un économiste spécialiste du marché du travail, donc il a des idées sur ce sujet-là. Il aime les défendre, c'est pas faire offense à qui que ce soit de défendre ses idées. Ouais. On y reviendra tout à l'heure parce que quand vous défendez vos idées, ça ne plaît pas toujours au président ni au Premier ministre qui a les mêmes origines que vous. On y vient évidemment tout à l'heure. On a mis du temps à convaincre Jean-Marc Germain de venir et on a bien fait parce que vraiment il nous a éclairé de façon intéressante sur votre personnalité. La pipolisation, vous y êtes prêté. On a vu des photos de match là. C'est quoi, un passage obligé ? Oui, alors total, un passage obligé, ça c'est sûr. Mais en fixant des règles, c'est-à-dire que exposer les enfants, jamais, quoi, voilà. Donc, parce qu'ils n'ont pas choisi ma vie. Là, Jean-Marc est un homme politique, je suis une femme politique. C'était un passage obligé, on l'a fait et pas plus. Et évidemment, le revers de la médaille de la pipolisation est d'être connu. C'est ce qu'on doit évidemment subir. Vous avez subi la rumeur, Anne Hidalgo. On en parle ? Non. Un peu quand même, parce qu'elle a été publique, cette rumeur, puisque vous avez porté plainte. Oui, mais c'est une rumeur. Donc les rumeurs dont on parle deviennent des informations. Pour moi, c'est pas une information. Oui, mais vous avez mis en demeure Twitter de supprimer les comptes qui portaient cette rumeur, puisque la rumeur, c'était que... voilà, ça fait partie de votre parcours. Dites ce que vous en voulez, mais on a dit, à tort, puisque c'était une rumeur, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, que votre fils était le fils de François Hollande. Oui, des conneries comme ça, il y en a un paquet sur la toile et dans les dîners en ville. Donc voilà, ce genre de conneries, je ne les commente même pas. Non, mais j'aimerais que vous me commentiez quand même la violence de tout ça. Parce que là, vous reprenez votre sourire de femme politique. Je commence à vous connaître. Vous remettez votre truc très poli. Ça n'a pas dû être comme ça. Ce que je veux que vous me racontiez pour être clair, c'est la façon dont vous l'avez vécu et ce que ça dit. Voilà. En fait, si vous voulez, quand dans votre vie, vous êtes un personnage public et il y a des conneries qui sont racontées. Ces conneries, comme vous l'avez dit, moi j'ai une carapace, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on apprend quand même à se mettre à distance soi-même de ce genre de choses. Mais votre entourage, vos enfants, c'est pas leur vie, ils n'ont pas fait le même choix d'être des personnages publics. Donc, eux, ils n'ont pas la même possibilité de se mettre à distance et au-delà de vos enfants, l'environnement familial. Donc, c'est des machines à détruire, mais c'est des énormes conneries quand on sait plus quoi raconter et que... Mais vous dites c'est une machine à détruire. Est-ce que ça vous a entamé à un moment donné ? Moi, personnellement, non. Puisque c'est ça qui nous intéresse ce soir sur ce divan. Personnellement, non, ça ne m'a pas entamé, mais quand vous voyez que ça fait souffrir quand même autour de vous ceux qui sont pas préparés à ça, et notamment vos enfants, forcément, ça vous atteint. Donc,
voilà, c'est vraiment ce genre de conneries, ça tuera la politique, hein, si ceux qui les véhiculent n'y prennent pas garde. En tout cas, ça ne vous a pas empêché d'être maire de Paris. Non. Ou en tout cas, c'est venu avec, j'en sais rien, puisque la lumière amène les conneries, ou je ne sais pas dans quel sens, mais toujours est-il. Sûrement. Et cette Anne Hidalgo qu'on prend plaisir à découvrir ce soir, le jour de la victoire, le 30 mars 2014, le jour du deuxième tour, elle a fendu l'armure un peu, parce qu'on parle de cette armure depuis tout à l'heure, on voit bien qu'elle est moins monolithique qu'on imaginait. Ce soir-là, vous la fendez, l'émotion pointe à Anne, Madame la maire. 54-50 même. Attendez, ITélé. 16. Cohen 53 à Toulouse. Hein? Ouais, génial. C'est quoi, c'est le 14e? Non, c'est mal. Paris 54,5. Alors, je ne vais pas me prononcer. Maintenant, c'est relativement net, c'est même assez... Paris soit la ville qui aime tous ses enfants, quel que soit leur âge, leur origine, quelle que soit leur orientation sexuelle. Cette ville est la ville de l'égalité. Merci. Oui, c'était... voilà, ça reste... J'ai eu la trouille, vous ne pouvez pas vous imaginer. En fait, je n'ai pas cru une seule seconde qu'on pouvait perdre. Mais alors, les 3 derniers quarts d'heure, là... Je me souviens, Bertrand Delanoë, qui était plutôt, lui, toujours dans un pessimisme actif, hein, comme il dit, m'appelle, il me dit, tu sais, je crois que ce soir, tu vas être maire de Paris. Je lui dis, mais ça va pas, pourquoi tu me dis un truc pareil? C'est pas possible, quoi. Tu as vu ce qui se passe en France, partout. Il me dit, écoute-moi, tu vas voir. Et là, je commence à me dire, non, je me suis peut-être raconté une belle histoire pendant toute cette campagne qui a été longue, mais je ne peux pas gagner ce soir compte tenu de ce qui se passe en France. Et c'est pour ça qu'on est dans ce petit local. En plus, il n'y avait pas beaucoup d'éléments, hein, puisque les bureaux de vote ferment très tard à Paris. Et quand mon équipe commence à hurler en disant on a gagné, je leur dis mais non, arrêtez vos conneries, ça c'est pas les chiffres de Paris, c'est les chiffres du 14e. Et donc après... C'était un arrondissement voilà, clé quand même. Un arrondissement clé, donc si on gagnait le 14e, je savais qu'on gagnait Paris, mais pas à ce niveau-là. Et donc quand j'apprends qu'en fait si, c'est ce score, mais pour Paris, là ça a été un gros soulagement, quoi. Plus que ça, c'est le plus beau jour de votre vie ? Ah, c'est un jour magnifique. Bon, il y a d'autres très beaux jours dans ma vie, mais celui-là est unique, quoi, unique. Ouais. C'est un piège que je vous tendais, Anne Hidalgo. Pourquoi ? Mais vous n'êtes pas tombée dedans. Le plus beau jour de votre vie, je vous aurais dit derrière, vous avez donné la vie 3 fois. Bah oui, c'est là, ça c'était des sacrées journées aussi. Hein. Donc, ouais. Non, bien sûr. Mais c'était formidable. Ah ouais. Un mot pour continuer et quasiment terminer. Anne Hidalgo, évidemment, depuis que vous êtes maire de Paris, on ne peut pas ne pas l'évoquer. Première adjointe, vous avez eu à affronter immédiatement l'attentat contre Bertrand Delanoë. À peine maire de Paris, vous avez à affronter les attentats contre votre ville. Hein. Évidemment, les attentats contre Charlie Hebdo et puis contre l'hypercacher. Là, j'imagine que le poids de la responsabilité sur les épaules, c'est immense tout de suite. Ah oui, là, c'est très lourd tout de suite. Et
voilà, on prend conscience très vite que ce qui vient de se passer fait qu'il y aura un avant et un après. Donc là, on est arrivé sur place, le président de la République, le ministre de l'Intérieur, moi-même, dans les minutes qui ont suivi l'attentat de Charlie Hebdo. Là, on sait qu'il y a des morts, on sait qu'il y a... voilà, on ne connaît pas tous les morts. Première photo, là, je ne savais pas que Cabu, Wolinski, je savais pour Charb, mais... Et donc déjà, c'est un coup très dur. Et puis, on sait que ce qui s'est passé dans cette ville, alors quand on voit ce que ça renvoie dans le monde entier, c'est-à-dire ce qui touche Paris a touché le monde entier, on se dit, on a une responsabilité encore plus forte, quoi. Et là, il faut être soi-même, mais il faut aussi se dépasser, parce que c'est pas que son expression, c'est pas sa propre. Moi, je connaissais beaucoup des journalistes qui ont été assassinés, et au-delà de la douleur personnelle de perdre des gens qu'on connaît, qu'on aime, il y a autre chose. C'est la ville doit tenir, doit donner aussi un message de on est debout, vous nous faites pas peur. Voilà, les valeurs qui sont les nôtres, vous n'allez pas les atteindre. On sait que il faut porter quelque chose de très fort et puis et continuer, aller donner de la force aussi à la ville. La ville a de la force, les citoyens l'ont montré tout de suite, mais... Là, on voit Manuel Valls essuyer une larme. Est-ce que vous, Anne Hidalgo, vous avez essuyé une larme ? Ah oui, là, on était tous en pleurs. C'est aux obsèques, à l'hommage des policiers à la préfecture de police. Et c'était, voilà, même là, de regarder ça remue énormément parce que c'était... bon, il y avait ce... Voilà. On va terminer, Anne Hidalgo. Évidemment, et on comprend mieux avec tout ce que vous nous avez dit, la cohérence de ça sur le combat politique qui est le vôtre. On a vu le parcours qui a été le vôtre. Et aujourd'hui, vous êtes à la tête de Paris, avec un gouvernement de gauche qui est très chahuté, c'est le moins qu'on puisse dire. Et vous ne contribuez pas à apaiser les choses. On va regarder des extraits, mais vous vous opposez sur l'ouverture des magasins le dimanche, la fameuse loi Macron notamment. L'opposition au gouvernement, ça vous fait pas peur ? Le travail du dimanche, généralisé aux grands magasins, ça tue le petit commerce de proximité. Donc pour le grand magasin, vous êtes contre ? Grand magasin, d'abord je suis contre l'idée qu'il puisse y avoir des zones internationales où ce ne serait pas le maire de Paris qui déciderait. Mais on ne va pas se mettre maintenant à faire décider notamment de territoires et de la façon dont on caractérise ces territoires. Ça pourrait être le gouvernement qui, par décret, décide les zones internationales sur Paris. Donc ça, je suis diamétralement opposée. J'ai eu l'occasion de le dire, aussi bien à Emmanuel Macron, au président de la République et au Premier ministre, bien sûr. D'abord, j'aime le sport et j'aime les jeux, mais il faut que les conditions soient réunies. Là, aujourd'hui... Elles ne le sont pas aujourd'hui. Il faut les construire, et je veux bien participer à cette construction-là. Mais vous n'êtes pas vraiment favorable à l'organisme. Pas vraiment aujourd'hui. Évidemment, Anne Hidalgo, ce n'est pas une émission politique qu'on fait ce soir. On ne va pas revenir sur le fond des dossiers, les JO et l'opposition à l'ouverture des magasins le dimanche, mais il n'y a pas un côté solidarité. On a un gouvernement qui est de votre majorité. On le soutient quoi qu'il arrive ? Ah, moi, je soutiens le gouvernement. J'ai envie que la gauche réussisse, mais je suis maire de Paris. Donc, sur ces différents sujets, j'entends être aussi respectée en tant que maire de Paris. Moi, personne ne m'a nommée. J'ai été élue. Donc, ça, je le rappelle. C'est très cohérent avec tout ce que vous nous avez dit. Ce qui est très cohérent, et pour terminer, c'est quand on vous voit aussi avec les plus grands de ce monde, on vous voit avec Barack Obama notamment, mais pas que, la reine Elisabeth, enfin plein de gens qu'on va voir maintenant. Elle est sympa celle-là. Celle-là, elle est sympa. En plus, je l'ai vue à Washington. Et je vais vous dire, j'étais vraiment quand même très impressionnée là, bon, pour tout vous dire. Vous avez appelé vos parents derrière ? Non, je les ai pas appelés derrière, mais il m'a dit « I love your city ». Et moi, je lui ai dit « Mr. President, my city loves you ». Voilà.
Ouais. Non, il est très impressionnant, il a un immense charisme. Puis il y a toutes les autres, évidemment, la reine Elisabeth, Oui. que vous avez reçue à Ça a Paris. été une belle rencontre aussi, vraiment très très belle rencontre. Vous en revenez de ce parcours, hein, Anne Hidalgo, ou de temps en temps vous vous pincez? Non, je me pince pas du tout parce que j'ai un parcours, je pense, cohérent. C'est ce que je... Bah, d'accord, mais quand même. Oui, c'est vrai que c'est exceptionnel. Mais enfin, c'est exceptionnel de rencontrer des personnages exceptionnels, hein, j'entends. Mais non, Alors je vais vous poser la question autrement. Vous vous pincez pas, mais est-ce que vos parents se pincent? Oui, eux, oui, beaucoup. Et ça, je sais qu'ils se pincent beaucoup, oui. Oui, oui, c'est vrai. Ils disent quoi en espagnol? Ah, ils me disent... Ay, que bien, mira, te hemos visto, parce qu'ils regardent la télé française, ils regardent tout, voilà. Ah, te hemos visto, ay, que bien, hija mía, que c'est bien, ma fille, que c'est bien. Voilà, ils sont très fiers. Voilà. Et ils me disent, et tu as l'air heureuse. Si, estás muy bien, estás sonriente, estás muy bien. Se ven, estás feliz. Si, estoy muy feliz. Oui, je suis très, très heureuse. On va terminer comme d'habitude. Anne Hidalgo, on va débriefer très rapidement ensemble. Attention, ça va tourner. Bon. Ça va? Ah, moi très bien. Et vous? Ouais, ça va. C'est émouvant parce que c'est quand même des périodes de votre vie, des images. Donc, non, c'est un exercice prenant. Hein, donc, je suis sous l'émotion quand même. Petit à petit, alors peut-être vous êtes la première, hein, comme ça. Je ne sais pas si c'est dû à la façon dont on a amené les choses ou dû à votre personnalité, mais petit à petit, vous avez lâché et petit à petit, vous êtes débarrassé de votre fonction pour donner de vous-même et on a découvert quelqu'un, je trouve. Parce qu'on prend le temps et puis parce qu'on parle de ça. Quand vous avez 3 minutes pour parler d'un sujet, il faut prendre les 3 minutes pour parler du sujet. Non, mais et ici, puis, ici au début, vous arrivez cadenassé. Exactement. Et puis petit à petit, enfin disons, vous arrivez peut-être pas cadenassé, mais vous arrivez formaté. En tous les cas, on arrive en se disant fais gaffe ma fille, quoi. Hein. Voilà. Et puis voilà, quoi. C'est bienveillant. On a découvert quelqu'un, sans trahir trop de secrets, c'en est pas un d'ailleurs, mais quand je vous ai appelé pour vous proposer l'émission, vous m'avez dit ah oui, super, tout de suite, quasiment. Je regardais ça, je regardais le divan d'Henri Chapier. Ah oui, j'adorais le divan de Chapier, oui. Ouais. Et donc ça, c'est cohérent par rapport à tout ce qu'on vient de raconter finalement. Vous regardiez ça, vous ne pensiez pas un jour pouvoir être sur le divan. Moi non plus, hein, je ne pensais pas être là non plus. Hein, mais sauf que je n'ai pas le même parcours que le vôtre. Mais il y a un peu ça quand même, il y a un peu cette cohérence-là. Il y a un peu le côté... Vous le regardiez J'aimais ça, donc venir se mettre entre vos mains, là, faut quand même se dire, bon, qu'est-ce qui va se passer? Donc, faut prendre son risque, parce qu'il y a un petit risque quand même. Mais en même temps, c'est vrai que c'est une émission que j'aimais bien. Donc, du coup, j'ai dit oui assez vite. Après, je me suis dit, bon... Est-ce que tu as vraiment eu raison? Mais bon, ça va, je sors vivante de l'épreuve du divan. Donc, Et vous étiez beaucoup plus calme que face à Nathalie Kosciusko-Morizet la dernière fois où je vous ai Vous avez arbitré le match. Je me souviens. Oui, plus calme parce que l'enjeu est quand même différent. Merci Madame la maire. Merci. Merci infiniment, on a été heureux de dérouler le parcours et comprendre la personnalité. Merci à vous. Et en rentrant chez vous, en espérant que votre mari sera là, puisqu'on a bien compris que vous n'étiez pas là tous les jours au même moment. On alterne beaucoup. Ouais. Merci Madame la maire. Merci à vous. Merci beaucoup. La question de fin, évidemment, pour terminer comme d'habitude. Pour vivre heureux, Anne Hidalgo? Vivons libres et soi-même, quoi. C'est ne pas se laisser imposer des choix. Aller chercher au fond de soi-même ce qu'on a envie de faire et être utile. Chercher son utilité. Merci Madame la maire. Merci.